Précédemment. On a retourné de la terre, arraché des betteraves et encore retourné de la terre. Et maintenant? Tout est dans le titre, hein. Tu te doutes bien qu'on va pas faire de la mécanique. Quoique. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai enfin sorti le semoir. C'est parti pour les semis pour la récolte 2026. Merci pour tous vos retours de la vidéo précédente, sachant que je tourne cette intro alors que la vidéo n'est pas encore sortie. Il y aura peut-être des retours, peut-être pas. Bref, bonne vidéo. Allez, on est lundi matin, on a fait un petit coup de propre sur le tracteur. L'objectif ce matin, mettre les jumelages sur le tracteur pour pouvoir mettre le semoir et donc du coup être jumelé pour le semoir. Et aujourd'hui, on essaye avec des grosses cales en bois pour mettre sous les roues. D'habitude, on fait ça au cri-bouteille. Donc là, on va essayer comme ça et puis je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Regarde, Tu vois? Bon, conclusion. Mettre des cales sous le tracteur pour mettre les jumelages, c'est top. Et on est un peu nul de jamais y avoir pensé avec Patoche, puisque ça fait au moins 15 ans qu'on met les jumelages sur nos tracteurs. Et bon, même plus que ça, mais enfin, avec ces jumelages-là, ça fait au moins 15 ans qu'on les met. Et on n'avait jamais pensé à mettre des cales sous le tracteur. On l'a toujours levé au cri-bouteille. Et honnêtement, on a gagné au moins 1 heure, je pense, de boulot. Donc, plutôt pas mal. On n'est pas des génies, pour le coup, parce que tout le monde le fait. J'ai vu ça sur des vidéos et on n'y avait jamais vraiment pensé. Et puis, j'ai dit à mon père, tiens, on va tester. Et puis, du coup, ça a fonctionné. Donc, c'est parti pour les semis. allez, on se retrouve directement au semis. Enfin, il est temps d'attaquer les semis. Enfin, j'ai déjà semé 8, 11. J'ai déjà semé 21 hectares. J'ai terminé ma journée sur une petite parcelle de 3 hectares avec la même variété que demain, une des plus grosses parcelles que j'ai à semer. Et du coup, dans cette vidéo, on va semer du blé, de l'escourgeon, de l'orge d'hiver en fait, de l'orge brassicole d'hiver pour les personnes qui ne connaissent pas, et des blés hybrides. Petite précision, des blés hybrides, c'est de l'hybridation pour la création de semences. Enfin, je vous expliquerai. Bref, on se retrouve ici dans la parcelle de 3 hectares, la dernière parcelle de la vidéo précédente. Et du coup, c'est semé. Et du coup, le rendu, il est plutôt intéressant. Il y a un petit peu de racines, il y a un peu de traînasse, il y a un petit peu de repousse de colza. Mais ça, c'est pas grave. Le rendu est top. Le semis est de qualité. Je me jette un peu des fleurs, hein, évidemment. Du coup, les repousses de colza que j'avais coupées avec le smaragd sont encore d'actualité et encore tête bêche sortie. Dans tous les cas,
ça va forcément griller avec le temps, l'accumulation de soleil, la pluie, etc. Donc ça, c'est pas un gros problème. De toute façon, les repousses vont être grillées avec les multiples désherbages que je vais réaliser sur ce blé. Et bah sinon, semis de qualité, on est à... Attendez, alors là je vais essayer de chercher du grain, mais c'est un peu compliqué. On est sur un semis entre 3 et 4 cm de profondeur. C'est ni trop ni pas assez, c'est parfait. Alors évidemment, quand je fais la vidéo, je ne trouve pas de grain, c'est toujours le problème. Évidemment, je ne vais jamais trouver de grain ici, mais bon, je suis sûr que ça a tourné. J'ai vérifié régulièrement que le grain coulait bien. Bref, on est sur un semis donc de qualité. On va réessayer de trouver du grain. Ah, là, nous avons un petit grain juste ici. On est sur, ouais, à peu près 3-4 cm de profondeur. C'est ni trop ni pas assez, comme j'ai dit précédemment. Du coup, si c'est trop creux, le problème c'est que en hiver, quand ça va geler, la terre va se resserrer comme ça sur les pousses de blé, et du coup ça peut les scalper. Donc vaut mieux que ça soit le plus proche, on va dire, de la surface du sol, forcément plus rappuyé également quand même, le plus proche pour que ça soit la base de la tige du blé, la base du blé, de la talle du blé, qui soit le plus proche de la surface et du coup qui soit le plus résistant à ce gel. Évidemment aussi, la profondeur joue aussi sur l'épuisement du germe, de la graine pour se développer. Donc c'est pareil, ça joue aussi là-dessus. Et du coup, on a un plutôt bon rappui. Moi je roule pas, chez nous il n'y a pas forcément besoin de rouler. C'est pareil, j'ai pas des fast traces parce que chez nous on n'utilise pas des fast traces. Bref, et du coup un bon rappui pour faire un bon contact sol-graine. Et d'ailleurs je vais revenir sur ça parce que je l'ai dit pas mal de fois dans la vidéo précédente. Le contact sol-graine, c'est ce qui est de plus important, c'est ce qui va permettre à la graine de germer et le mieux possible, le plus efficace, parce que du coup ce contact sol-graine, donc la graine va être humidifiée par la terre et va tout de suite trouver la terre et va pas s'épuiser à aller chercher un grain de terre ou quoi que ce soit, forcément avec de la motte ou quoi que ce soit. Chez nous il n'y a pas de motte évidemment, on essaye de faire au mieux. Après suivant les régions, on est plus ou moins obligé de faire de la motte. Moi j'ai pas forcément, j'ai du limon, mais je suis pas sur de la terre ultra battante, donc du coup je peux faire du fin et il n'y a aucun souci avec ça. Et du coup voilà, un bon contact sol-graine efficace pour un meilleur développement, et surtout ça donne de la force aux germes et à la plante, surtout pour le désherbage, parce que le désherbage, même si on vise pas forcément le blé, on le vise forcément un petit peu, on le touche forcément un petit peu, et un meilleur contact sol-graine, ça permet qu'il soit plus renforcé, plus vigoureux pour supporter un désherbage. Et donc du coup, pour semer, j'utilise le Fendt, encore une fois, que j'ai jumelé, que je vous ai montré juste avant. Et du coup, le Crosskill poussé, un Nivelsem de chez Perrin, une usine à côté de chez nous. Et puis mon bon vieux Solitaire 8. Alors jusque là, depuis que j'ai semé mes 21 hectares, j'ai déjà des soucis de densité de semis, j'ai trop semé, bref, comme d'habitude, c'est le même problème. De toute façon, on va pas se mentir, ces jours sont comptés. Je dis ça, mais l'année prochaine, je serai peut-être encore avec. Bref, donc nous voilà avec cet outil. Le Nivelsem fait un bon travail de rappui du sol juste avant. Et puis, évidemment, quand tu as un peu de traînasse dans les parcelles,
Ben, ça fait un peu râteau, mais bon, c'est pas grave. Si vous me posez la question quelle variété je sème, je vous dirais que je sème du mélange. Et dans ce mélange, il y a, attention, du Newton, de l'Antibes, de l'Andorre, du Guéluc et du WPB Marlin R1. Voilà. Donc là, vous savez tout. Moi, je travaille du coup, vous avez pu voir les big bags dans les vidéos précédentes ou même dans cette vidéo. Je travaille avec Estagri, donc c'est mon négoce avec qui je travaille notamment aussi pour le bâtiment. Et on travaille surtout en mélange. Bon, il y a possibilité de travailler en variété pure, mais moi, je préfère travailler en mélange simplement pour avoir la sécurité. Attention. On est en demi-tour, simplement pour avoir la sécurité du semis, l'efficacité et les points forts de toutes les variétés et maximiser et fiabiliser son rendement. Par exemple, nous avons des variétés qui sont peut-être plus résistantes à d'autres, à la rouille, plus résistantes à la jaunisse, etc. Après, c'est des mélanges qui sont, on va dire, plutôt homogènes par rapport à la précocité, etc. Et en fait, en fonction du précédent, je vais changer de mélange. Par exemple, j'ai déjà semé des betteraves, derrière betteraves là, du coup c'est des mélanges, donc là ce qu'on appelle du mélange C, et c'est surtout le traitement de semences. Alors après on est forcément un peu limité par rapport au traitement de semences, mais ça c'est pas trop un inconvénient. Et donc du coup pour les betteraves notamment, je sème un mélange spécifique avec un traitement de semences spécifique qui résiste à la mouche grise, parce que après betterave, il y a forcément un développement de ravageurs qui peuvent nuire à la culture suivante. Du coup, c'est vraiment l'aspect sécuritaire qui me plaît dans ces mélanges. C'est que si tu fais une variété pure et que c'est cette année-là qu'elle va pas produire, eh ben, t'es un petit peu biaisé, un petit peu en dessous au niveau rendement, alors que là, du coup, avec le mélange, certains vont prendre plus le dessus que d'autres. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est un choix économique et c'est plutôt... jusque-là, ça nous a pas fait de défaut, on va dire. Du coup, le choix du mélange dépend forcément du précédent. Donc du coup, là, on a un précédent colza. Ça va être un mélange qui va être plus performant, qui va pousser dans les rendements. Dans d'autres situations, donc avec des précédents pommes de terre ou des précédents betteraves, ça sera du mélange qu'on appelle du mélange C. Donc je pense que c'est plus des variétés qui sont plus résilientes et qui font que ça soit plus résistant, et d'autant plus que c'est des semis qu'on va faire normalement. J'ai bien dit normalement parce que cette année ça se goupille plutôt pas mal. Je vais faire tous mes semis la même semaine, mais qui sont qu'on peut semer plus tardivement. Et du coup le choix des variétés, c'est pas trop compliqué en fait pour moi. Je me creuse pas trop la tête. C'est vraiment après je fais confiance à mon négoce, et eux remettent à jour également leur mélange avec des variétés. Chaque année d'autres variétés sont rajoutées dans les mélanges, etc.
si certains se disent que la Marne c'est plat, c'est pas forcément plat. Bon, attendez, parce que la caméra était un peu de biais. C'est pas forcément plat chez nous. Et vous allez voir, là, la descente, parce que là, juste au bout, là-haut, c'est la rivière. Là, je peux vous dire qu'il y a un sacré creux. Bon, après, on n'est pas comme chez une certaine grande personne de la Meuse où ça travaille que de biais, etc. Moi, il n'y a que cette parcelle-là où c'est le plus compliqué. Après, comme on dit chez nous, c'est pas plat, mais on travaille le faux plat. Donc, il y a forcément un peu de pente. Il y a même des parcelles où on dit il n'y a pas beaucoup d'écart, mais il y a quand même plus de 5 mètres d'écart entre le haut et le bas du champ. Voilà. Donc, du coup, on arrive, directement. Vous voyez là, on voit même pas. Il y a une descente là, juste en dessous. Hein. On commence seulement à l'avoir. Bon, c'est sûr que j'ai pas un gros coup de cul, mais il y a quand même un petit coup de cul. Je peux vous dire qu'en pulvé, tu fais pas trop le malin, surtout en 36 mètres de large. Et du coup, j'ai un petit tips pour vous. Alors, je vais pas vous apprendre à semer, mais du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais un passage de traitement. Enfin, j'ai 5 coups pour arriver à mon passage de traitement. Et du coup, je fais un 6e coup là pour marquer la délimitation de là où je dois m'arrêter de semer. Donc voilà, et puis après tout est programmé sur mon accoudoir. Donc là j'ai le relevage avant et là j'ai le relevage du semoir. Alors les prophètes me diraient que je travaille à l'envers, c'est peut-être vous qui êtes à l'envers. C'est juste par habitude, je préfère appuyer sur le haut du bouton pour lever l'outil et inversement pour le descendre. Du coup, là, je suis arrivé à moitié de la parcelle. Je sais qu'il y a des pointes dans cette parcelle-là. Du coup, je rattaque de l'autre côté de la parcelle. Comme ça, j'ai 2 passages de traitement comme ça et j'ai les pointes qui sont vraiment sur le milieu du champ. Pareil, un petit tips aussi, mais bon, je vais pas vous apprendre non plus à travailler. Je vais pas vous apprendre comment semer. Vous savez parfaitement comment semer vos parcelles. Les semis, c'est une période que j'aime bien particulièrement. Alors, à la fois, c'est très c'est chronophage parce que du coup, on sème. Mais c'est aussi un peu un coup de bourre parce qu'il faut se presser à semer. Là, notamment, j'ai 50 hectares à semer cette semaine. Faut que je me dépêche sans trop me presser. Hein. Je suis en 4 mètres. Je fais en moyenne entre 15 et 20 hectares par jour. Je suis pas non plus débordé. Mais tu as un peu la pression qu'il faut avancer dans le travail, mais sans non plus être à fond. Enfin, de toute façon, on peut pas aller plus vite que le semoir, quoi. Donc, c'est vraiment une période assez sympathique. Puis, elle est très organisée en mode, la journée, je travaille, enfin, je sème. Et puis, en gros, le lendemain matin, je vais traiter tout ce que j'ai semé. Et du coup, je repose le semoir, je vais traiter le matin, je repose le pulvé, je reprends le tracteur et go au semis. Et du coup, c'est une période qui est assez sympathique. J'aime bien les rythmes comme ça où ça travaille, t'as tes rythmes comme ça où il faut avancer, quoi. Et on se retrouve le lendemain matin et du coup dans la même parcelle mais pas avec le même véhicule. Du coup, vous l'aurez compris, on traite, on fait le premier désherbage. Le premier désherbage se situe en poste semi-prélevé et du coup je fais ça le lendemain matin. Donc mes journées sont un peu organisées comme ça. Je vais traiter le matin et puis je rattaque à semer tout de suite après. Donc voilà, bon après j'ai pas forcément de rinçage à faire sur le pulvé, donc je gagne pas mal de temps vu que je fais toute la semaine le même traitement, à part rincer les rampes, j'ai pas grand chose à faire d'autre en rinçage. Et du coup on commence aux aurores, quoi. Donc je commence pas très tôt parce qu'après c'est compliqué de voir les passages de traitement, donc je commence vers
vers 8h moins le quart quand le soleil se lève à peine. L'objectif c'est d'avoir un maximum d'humidité au sol au moment du traitement. Bon, ce matin un peu moins, mais hier il y avait pas mal de rosée. Et bah, du coup, bonne condition, pas de vent le matin en ce moment, donc c'est royal pour faire les traitements. Et puis bah, ça annonce une bonne journée. Alors aujourd'hui, je dépose le pulvé, je vide le semoir et j'attaque dans les escourgeons. Et après les escourgeons, je rattaque dans les blés hybrides. Donc vous allez me suivre toute la journée parce que bah, les hybrides, c'est quelque chose de particulier chez moi. Et bah, du coup, ça vaut le coup d'être expliqué. Et c'est parti pour les semis des escourgeons. Alors, bah, petit changement de programme, on a sorti la charrue au final. J'ai préféré jouer la sécurité et sortir la charrue pour éviter toute repousse de blé dans les escourgeons, puisque après ça fait de la pollution du mélange et c'est pas valorisé, parce qu'on est ici sur de l'escourgeon, donc de l'orge d'hiver brassicole. Donc il faut faire absolument attention qu'il n'y ait pas de pollution par d'autres espèces. Voilà, du coup ben j'avais peur de ne pas réussir à gérer en phyto s'il y avait des repousses, etc. J'ai préféré labourer. Bon, c'est pas pour le temps que ça m'a pris, hein. Ça a pris 8 jours, ça a pris 8 jours. Pouf, ça a pris 7 heures à le faire. Enfin, c'est Patoche qui me l'a fait. Et pour le coup, il m'a fait un vrai billard parce qu'il a labouré et après il a cross-killé. Je peux vous dire que là, c'est magnifique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un aussi beau labour. Et du coup, ben, ouais, c'est bruyant. On est derrière la ligne de semis et ben, l'objectif là, c'est de regarder si ça coule bien partout. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, sauf que je m'en suis rendu compte que à la fin des semis, et du coup, j'ai eu des trous dans toutes mes parcelles. Si vous me suivez sur TikTok, vous vous souvenez l'année dernière, j'avais eu des gros soucis de bouchage. Mais écoutez, pour l'instant, je suis tranquille. Je vérifie les derniers. Tout est là, on est bon. Niveau densité de semis, on est à 345 grains au mètre carré. Densité assez importante, mais il faut doser de toute façon en escourgeon parce que le désherbage en orge d'hiver, bah, ça tape. Donc faut doser pas mal la densité pour être sûr. Donc voilà. Alors du coup, et ben comme d'habitude, herse rotative, cross-kill. Alors la herse rotative, bon elle tourne, c'est pas safe. On est d'accord. Je suis à 540 tours. Moi je fais pas travailler à fond. Je suis en 540 tours et puis je travaille sur 15 cm de profond, on va dire. Même pas 15 cm. Je suis vraiment un peu du sud. Non, je suis dans les entre 5 et 10 cm de travail de la herse rotative. Et du coup, ben,
Et comme d'habitude, hein, pour rechercher la graine, si elle est juste là. Donc là, on est sur... comment dire, on est sur 3-4 cm, c'est pas plus mal que ça soit un peu plus terré, parce que comme ça sera un peu mieux protégé avec les traitements par rapport aux traitements, parce que faut vraiment pas lésiner sur le désherbage, mais c'est surtout que le désherbage, enfin c'est l'escourgeon, c'est ultra sensible pour le désherbage, donc autant que ça soit profond. Un bon contact sol-graine, donc je suis assez content parce que du coup, comme d'habitude, le labour a remonté de la fraîcheur. On a de la fraîcheur, on a eu pas mal d'humidité ces derniers jours le matin. Ce matin un petit peu plus sec, mais écoutez, quand on travaille, ça fait bien humide, c'est super. Donc c'est parti. Donc là on a fait une longueur. Et c'est parti pour les 8 hectares. Bon, du coup, là je vous prends avec le téléphone. Je suis en train de faire les réglages pour les blés hybrides. Et vous pouvez applaudir Patoche, parce qu'il nous a percé 5 sacs au total avec les fourches quand il a voulu déplacer les sacs en début de semaine. Alors, historiquement, mon chien, il avait l'habitude de percer les sacs parce qu'il y avait des souris, etc. Mais là, pour le coup, ça fait quelques années qu'il ne le fait plus. Par contre, Patoche, il rattrape. Parce qu'il m'a percé ça, mais il m'a percé 2 big bags aussi là-haut. Donc bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. On en rigole, mais bon, c'est un peu relou à ramasser. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Ça nous fait rire. Et on se retrouve au SMI, mais pas le SMI de n'importe quoi, le SMI des blés hybrides. Et les blés hybrides, qu'est-ce que c'est? Si tu vois comment c'est le GPS, c'est compliqué. C'est beaucoup de calculs au début, avec des plans pour s'organiser comment on sème. Et en fait, l'objectif ici, c'est de la création de semences. Donc on va alterner des bandes femelles et des bandes mâles dans l'objectif de faire une pollinisation croisée. Et on va récolter la femelle dans l'objectif de faire de la semence. Et donc ça s'appelle du blé hybride.
du coup, on se retrouve. Nous avons terminé les semis. Pour l'instant, il me reste encore 6 hectares de blé à semer après mon 3e tour d'arrachage des betteraves qui va arriver dans les semaines à venir. J'ai pas trop eu le temps de vous filmer, faire des plans au drone ou même vous expliquer plus que ça, puisque j'ai eu un gros souci sur le semoir. J'ai la cage de roulement qui a pété. En fait, c'est des paliers, c'est des roulements qui sont sans graisseur. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin bon, bref, ça a pété. On a perdu le rouleau a descendu. C'était un peu la cohue entre les semis pour les blés hybrides, et puis on essayait de faire au maximum d'être au plus rapide dans les semis, parce que du coup là on est la semaine d'après et on s'est déjà pris 10 mm. Les conditions commencent à être un petit peu compliquées pour les semis, et du coup nous on a réussi à être à jour, et ça c'est le principal. Donc alors oui, je vous partage du contenu, mais des fois je peux pas vous faire autrement que faire comme je fais actuellement, puisque mon métier reste ma priorité. Du coup petite casse sur le semoir. Je vous cache pas que je l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, mais ces jours sont comptés. J'ai plusieurs projets. J'ai réfléchi beaucoup, si je passe en trémie frontale, si je garde un semoir dans le même système avec herse rotative, mais avec la possibilité de passer avec des disques. La trémie frontale me permettrait plus ça, et je vous avoue que la trémie frontale m'intéresse particulièrement, parce que je pense que si j'arrive à avoir une trémie frontale, je mets des têtes de répartition sur tous mes outils, c'est-à-dire le Smaragd. Je pourrais même vous mettre une tête de répartition sur un Crosskill, j'en ai rien à faire. Je trouve ça ultra intéressant par rapport à ça. Après, les réflexions, c'est de savoir est-ce que on a vraiment besoin d'une trémie frontale. Est-ce que la trémie frontale pourra avec le TAS au milieu, pourra faire exactement le même boulot que mon Nivelsem, c'est-à-dire mon Crosskill poussé. Donc les réflexions sont là. Après, je vous cache pas que avec la récolte de betteraves que je viens de faire, niveau trésorerie, le projet semoir, ça va pas être tout de suite. Je pense que ça va être l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc on y réfléchit. De toute façon, j'ai le temps de faire des projets. Peut-être que je partirai sur de l'occasion, peut-être que je partirai sur du neuf, peut-être qu'il y aura des collaborations, je ne sais pas. Je vous attends. En tout cas, les personnes qui veulent me proposer un semoir et faire une collaboration pour une vidéo, moi je suis ok, hein. Bon, du coup, les semis terminés pour l'instant. Grande étape. Et il est temps de faire la vidange de ce monsieur. Nous sommes arrivés au bout des 250 heures, donc il faut faire la vidange. Donc les grosses vidanges, les gros entretiens, je laisse faire. C'est des mécanos qui viennent, c'est le garage qui vient directement. Et du coup, pour toutes les 250 heures, du coup, je fais les vidanges. Donc, on s'y colle. Je vous cache pas que je suis pas un professionnel de la mécanique. Et beaucoup de monde me connaît, et beaucoup de monde sait que je suis vraiment pas fan. Mais on va faire de son mieux pour y arriver. Go. Bon, allô. Approche. Là, si je connaissais comment casser ça. Oh, putain. Ah, putain. Ah, ça y est. Ah, voilà. Hop. Alors là, techniquement, TikTok, vous êtes là. YouTube, vous êtes là. J'ai voulu faire mon professionnel,
J'ai acheté un aimant. Enfin, c'est Patoche qui a été acheté un aimant. L'objectif de toute une vie, hein. Un aimant avec un manche. Enfin bon, bref, un truc spécial pour faire le beau gosse en mécanique. Et vous comprendrez que Patoche et moi, nous sommes des personnes tellement organisées que je sais pas où il est l'aimant. Je crois qu'il l'a embarqué ou alors je l'ai rangé ou il l'a rangé à un endroit stratégique, mais tellement stratégique que je le retrouve pas. Et comme vous le savez, bah, Patoche il a une deuxième passion après moi, c'est la chasse. Et actuellement il est à la chasse. Et ben quand Patoche est à la chasse, Patoche est indisponible. Du coup ben je vais essayer de pas en mettre à côté. Normalement si tout va bien, j'en mets à côté. J'ai été stratégique, j'ai rien ouvert aussi au-dessus, histoire que ça fasse un peu effet ventouse. Mais je vous cache pas qu'il y a déjà de l'huile qui me coule sur les doigts. Et que je suis vraiment un pro pour tout ce qui est taches d'huile. Donc normalement, j'en mets partout. C'est le grand moment. Oh là là, impeccable. Pas une goutte par terre. Enfin, à part le bouchon qui est en train de fuir. Mais sinon, impeccable. Putain, elle est bien noire l'huile. Bon ben voilà, plus qu'à attendre. Bon du coup on est le lendemain, j'ai laissé l'huile se reposer toute la nuit. Je filme avec mon téléphone parce que j'ai oublié la caméra à la maison. Bref, on est jeudi, c'est la tempête Benjamin. Et si elle est aussi grosse que moi, on est un petit peu dans la merde. Bref. Du coup j'ai laissé l'huile redescendre toute la nuit. Et puis j'ai redémarré ce matin histoire de faire tourner l'huile dans le moteur, que ça aille dans le filtre parce que j'ai changé le filtre. Et du coup là je vais refaire la pointe parce qu'on est en dessous du minimum. Donc je vais remettre 2 litres d'huile parce que du coup sur le Fendt il faut 12 litres pour être au minimum, 15 pour être au maximum. Là je suis au minimum, je dois être à 11 litres donc je vais remettre 3 litres. Et puis normalement on sera bon, donc on va remettre ça et puis on sera tranquille. Et du coup, vidange terminée. Il ne me reste plus qu'à enregistrer. Vous voyez, il me restait 1 heure avant la vidange. C'est la première fois que je suis aussi à jour. Du coup, je vais reprogrammer ça sur le tracteur pour qu'il me prévienne quand il faut que je refasse la vidange, donc dans 250 heures. Et puis du coup on est reparti pour 250 heures avec ce tracteur. Mais il faut savoir que dans 250 heures, ce sera le gros entretien. Donc ce ne sera pas moi, ce sera le concessionnaire. Bon c'est une fin de vidéo. Elle est longue celle-là. Mais je crois qu'il va falloir s'habituer au format long parce que j'aime bien en fait. Et du coup, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, lâche un like, un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Et puis si t'es pas encore abonné, abonne-toi du coup. Et comme d'habitude, avant de conclure cette vidéo, ma petite reco du jour, c'est Carlan, jeune agriculteur. Je connaissais pas avant de me lancer sur YouTube et son contenu est plutôt intéressant, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis à vous abonner à son compte parce que autant se donner de la force, non? Et pour rappel, mes vidéos sortent tous les 1er et 15 du mois. Bon, tu comprendras que les mois où il y a 31 jours, t'attendras plus longtemps. Et les mois comme le mois de février, t'attendras moins longtemps.
Bref, eh ben, je te dis à bientôt.